Octobre 1983. Aux abords de Lourdes, où les pèlerins traversaient des rues étroites portant des bougies et des vœux, 5 explorateurs se sont détournés de la foi et se sont approchés des ténèbres. Le chef du groupe était Antoine Delacour, 38 ans, géologue réputé pour ses travaux de cartographie des formations calcaires du sud de la France. Méthodique et réservé, il se déplaçait comme quelqu'un qui faisait davantage confiance aux roches qu'aux hommes. Pour lui, les grottes n'avaient rien d'un mystère. C'étaient des structures géologiques prévisibles, obéissant aux lois de la physique. À ses côtés se trouvait Claire Montagnier, spéléologue expérimenté, connu pour son calme sous pression. Luc Moreau, photographe documentaire déterminé, toujours en quête de l'image définitive. Émile Roux, technicien en matériel et cordes. Sophie Carrière, étudiante en archéologie, la benjamine du groupe, animée d'une curiosité presque téméraire. Leur destination était un réseau de grottes peu explorées, nichées dans les pentes calcaires près des Pyrénées françaises. L'entrée était discrète, une crevasse entre des rochers couverts de mousse, ignorée des touristes et des cartes officielles. Mais quelqu'un connaissait l'existence de cette grotte. Henri Valois, propriétaire des terres voisines, suivit le groupe à distance le jour de l'expédition. Homme rigide, ancien soldat, il parlait rarement du passé. Il avait prévenu Antoine 2 semaines auparavant. Certains passages ne devraient pas être ouverts. Antoine n'a pas répondu. Il a seulement noté les coordonnées. Le matin de leur arrivée, le groupe descendit avec du matériel de pointe pour l'époque. Cordes neuves, lampes à carbure, radio, appareils photo argentiques et provisions pour 3 jours. Le plan était simple, cartographier une portion de territoire encore inexplorée. Ils ne sont jamais revenus. Aucun appel à l'aide. Aucune corde cassée à l'entrée, aucun signe d'effondrement. Les recherches officielles ont duré 12 jours. La gendarmerie nationale est descendue aussi loin que les cartes le permettaient. Ils ont trouvé des traces, des empreintes de pas, des traces de magnésium sur les murs. Après cela, plus rien. L'affaire a été classée comme un accident survenu dans une zone inexplorée. Henri Valois vendit la propriété l'année suivante. Le nom de la grotte a disparu des registres publics. 22 ans plus tard, 2005, Julien Arnaud, 34 ans, journaliste d'investigation basé à Toulouse, feuilletait un vieux dossier alors qu'il préparait une série sur les disparitions non résolues dans le sud du pays. Il ne croyait pas aux légendes, il croyait aux documents oubliés. Ce qui a attiré son attention, c'est une incohérence. Les rapports de recherche indiquaient que l'équipe avait exploré jusqu'à la limite de sécurité de la galerie principale. Cependant, une note marginale indiquait autre chose. Passage secondaire potentiellement obstrué. Bloqué, pourquoi? Julien s'est rendu à Lourdes le même jour. L'ancienne propriété appartenait désormais à une société d'exploration environnementale. Grâce à une autorisation limitée et à beaucoup de persévérance, il est parvenu à obtenir l'accès au terrain. L'entrée de la grotte était telle qu'elle apparaissait sur les photographies de 1983. Intacte. Ce qui n'avait aucun sens. Si 5 personnes ont disparu à cet endroit, pourquoi l'entrée ne semble-t-elle jamais avoir été officiellement rouverte après les recherches? Julien a engagé 2 spéléologues locaux pour l'accompagner. Les vieux casques en carbure ont été remplacés par du matériel moderne, appareils photo numériques, capteurs d'oxygène et drones compacts. La descente a commencé à 9h12. Les premiers tunnels correspondaient exactement à la description des anciens rapports. Des traces de cordes et d'anciennes fixations métalliques étaient encore visibles sur la roche. Mais quelque chose clochait. Aucun signe d'effondrement n'était visible, aucune fissure récente, aucun signe d'effondrement qui justifierait 5 disparitions simultanées. À 240 mètres de l'entrée, Julien découvrit ce qui semblait être un mur trop irrégulier pour être naturel. Une obstruction, pierres empilées, organisées. Les spéléologues échangèrent un regard. Ce n'était pas un glissement de terrain spontané, c'était une formation géologique. 3 heures plus tard, après avoir retiré quelques pierres, ils découvrirent une étroite ouverture. L'air qui en sortait était froid, antique. Ils avancèrent.
Le tunnel menait à une grande salle presque parfaitement circulaire. Au centre, éclairé par le faisceau des lampes torches, se trouvaient 5 sacs à dos, alignés, cordes enroulées ensemble, lampes torches soigneusement rangées. Appareils photo conservés dans leurs étuis, casques positionnés côte à côte, aucun signe de lutte, personne, aucun dégât. C'était comme si le groupe avait tout simplement tout laissé sur place et était parti vers un lieu inaccessible. Julien sentit son estomac se nouer. Les sacs à dos étaient recouverts d'une fine couche de poussière calcaire, mais intacte. Il vérifia l'un des appareils photo argentiques. À l'intérieur, une pellicule était encore intacte. L'un des spéléologues a pointé du doigt le fond de la chambre. Il y avait des marques au sol, 5 séries d'empreintes de pas. Tous vont dans la même direction, mais il n'y avait aucune issue visible, pas de tunnel supplémentaire, aucune fissure. Le mur était solide. Julien a rapproché la lumière. Des rayures linéaires étaient visibles dans le calcaire presque invisible, comme si quelque chose avait été traîné verticalement, ou comme si le mur lui-même s'était refermé. Le capteur d'oxygène a commencé à fluctuer, non pas par manque d'air, mais en raison d'un changement soudain de pression. L'un des spéléologues a demandé à monter immédiatement. Julien hésita. Avant de partir, il a tout photographié. Et alors, il vit. Au sol, près des sacs à dos, il y avait quelque chose qui n'avait pas été consigné dans les archives de 1983. Un appareil photo numérique, moderne, avec carte mémoire insérée. Il le souleva avec précaution. La batterie était déchargée. Mais le modèle avait été lancé en 2004. Quelqu'un était passé par là, récemment. La question n'était plus seulement de savoir ce qui s'était passé en 1983. C'est lui qui est revenu. Et pourquoi? Lorsqu'ils sortirent de la grotte, le ciel était lourd et gris. Julien remarqua à peine l'homme qui se tenait près des arbres, âgée, silencieuse, Henri Valois. 22 ans de plus. J'observe. Aucune surprise dans leur regard. Aucune curiosité. Attendez. Julien avait le sentiment que les disparitions n'avaient pas commencé en 1983. Et peut-être que ce n'était pas encore fini. La nouvelle s'est répandue rapidement. À son retour à Toulouse, Julien Arnaud constata que les photographies de la chambre souterraine étaient déjà sauvegardées sur 3 appareils différents. Il ne s'était pas contenté de sauvegarde, mais avait misé sur la redondance, surtout après avoir compris que l'affaire était plus complexe qu'une simple disparition. Le premier à réagir fut son rédacteur en chef, Marc Vignal, un vétéran du journalisme d'investigation dans le sud de la France. Le matériel est intact, Marc feuilleta les images imprimées. Ce n'est pas un abandon paniqué, c'est de l'organisation. Julien acquiesça. Rien dans cette pièce ne laissait présager le chaos. Les sacs à dos étaient alignés comme s'ils attendaient d'être rendus. Les lampes torches étaient propres. Les cordes étaient enroulées avec une précision technique, une exigence qu'Antoine Delacour imposait toujours à l'équipe, d'après les archives de l'époque. Mais le détail le plus inquiétant n'était pas l'organisation. C'était l'absence de décomposition. Si les explorateurs y étaient morts, on en aurait trouvé des traces biologiques. Même après 20 ans, des ossements subsisteraient. Or, la chambre semblait scellée depuis les années 1980. Et puis, il y a eu l'appareil photo numérique de 2004. Julien a réussi à la transférer sur un laboratoire local. La carte mémoire contenait 37 fichiers. Les premières images montraient la même chambre qu'il avait découverte, même disposition des sacs à dos, même poussière de calcaire. Les 3 dernières images étaient différentes. Dans l'une d'elles, une ombre se projetait sur la paroi de la grotte. Ce n'était pas une silhouette ordinaire, elle semblait déformée, allongée verticalement, comme si la lumière traversait quelque chose d'invisible. Sur l'image suivante, les sacs à dos étaient légèrement déplacés. Dans la dernière, il y avait quelque chose sur le mur, une ouverture étroite qui n'était pas visible sur les photos précédentes. Après cela, plus rien. Date d'enregistrement, 14 novembre 2004. Julien a recoupé les informations avec les registres de police. Il n'existe aucun document officiel faisant état d'expédition durant cette période, aucune demande d'autorisation.
Mais un rapport de police a été déposé. Un jeune spéléologue nommé Mathieu Legrand a été porté disparu en novembre 2004, après avoir confié à des amis qu'il allait explorer une grotte oubliée près de Lourdes. L'affaire a été traitée comme un accident isolé. Julien a décidé de retourner à Lourdes. La ville conservait son caractère spirituel. Les pèlerins se dirigeaient vers le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, tandis que des vendeurs proposaient des bouteilles d'eau bénite. Mais loin des zones touristiques, l'atmosphère était différente. De vieilles maisons, des cafés tranquilles et des habitants qui se souvenaient de 1983 avec malaise. Claire Montagnier était la seule membre de l'équipe d'origine à avoir encore de la famille proche dans la région. Sa sœur, Isabelle, a accepté de témoigner. Elle ne croyait pas qu'il s'agissait d'un accident. D'après Isabelle, Claire avait mentionné quelque chose d'inhabituel quelques jours avant l'expédition, des bruits métalliques lors d'une visite préliminaire à l'entrée de la grotte, comme si des chaînes étaient traînées. Elle a dit que ce n'était pas un écho naturel, a déclaré Isabelle. Elle a dit que ça sonnait mécanique. Julien a demandé des détails. Claire avait également mentionné Henri Valois. Le propriétaire n'avait jamais autorisé d'exploration approfondie du terrain. Il invoquait des risques structurels, mais aucun rapport technique ne venait étayer ses dires. Henri avait une formation militaire dans les années 1960. Il avait servi dans des unités de génie de campagne. Il connaissait bien les travaux d'excavation, les ouvrages souterrains et le confinement. Julien se rend à l'ancienne résidence de Valois. L'homme vivait désormais seul dans une maison modeste à la périphérie de la ville. La conversation fut brève. « Saviez-vous qu'il y avait un passage secondaire obstrué dans la grotte ?» demanda Julien. Henri garda les yeux fixés sur l'objet. « Certains passages existent pour une raison, » a-t-il répondu. « Qui a bloqué cette ouverture ?» Silence. Henri ne l'a pas nié. Il n'a pas confirmé. Il a simplement ajouté « Ils ont ouvert quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. » Julien comprit que Valois n'exprimait pas sa culpabilité, mais sa conviction. Ce soir-là, Julien relut les rapports de 1983. Il y était fait mention vaguement d'infrastructures anciennes non identifiées, détectées par Antoine dans des notes personnelles retrouvées au camp de base. Infrastructure. Il ne s'agit pas d'une formation naturelle. Il a recherché des documents historiques sur la région. Durant la Seconde Guerre mondiale, des zones reculées du sud de la France servirent de cachette à des dépôts clandestins, tant pour la résistance que pour les occupants allemands. Certaines de ces structures ne furent jamais répertoriées officiellement. S'il existait une structure souterraine artificielle reliée à la grotte, cela expliquerait l'obstruction organisée. Mais cela n'expliquait pas la disparition, pas même l'absence de corps. Julien est retourné à la grotte, cette fois-ci muni d'un scanner thermique et d'un équipement de cartographie 3D. Le scanner a révélé quelque chose d'inattendu. Derrière le mur solide où s'arrêtaient les empreintes, il y avait un espace creux, une caméra supplémentaire, complètement scellée, non naturelle. Les relevés ont indiqué des surfaces trop planes pour être du calcaire. Elles ressemblaient à du vieux béton. Cette découverte a modifié l'orientation de l'enquête. Si cette structure était artificielle, quelqu'un l'a construite, et quelqu'un l'a cachée pendant des décennies. En sortant de la grotte pour la deuxième fois, Julien remarqua que sa voiture avait bougé de quelques centimètres. Il n'y a eu aucun dégât, mais le siège du conducteur était réglé pour une personne plus grande. Sur le pare-brise, un morceau de papier plié, aucune signature. Certaines portes ne devraient pas être ouvertes 2 fois. Julien n'a pas ressenti de peur immédiatement. Il ressentit une confirmation. La disparition de 1983 n'était pas un accident géologique. Celui de 2004 ne l'est probablement pas non plus, et Henri Valois en savait plus qu'il ne le disait. Mais la question principale était désormais s'il y avait une structure secrète derrière le mur, qu'y avait-il à l'intérieur? Et pourquoi personne ne voulait que cela soit découvert? En examinant les images du scanner ce soir-là, Julien remarqua un détail supplémentaire. Au centre de la chambre scellée, détectée par la cartographie, on observait 5 volumes allongés sur le sol, disposés en parallèle,
avec des dimensions compatibles avec le corps humain. Mais les relevés thermiques ont révélé quelque chose d'impossible. Les variations de température étaient minimes, comme si l'intérieur n'était pas complètement inactif. Comme si quelque chose à l'intérieur modifiait encore l'atmosphère. Julien a agrandi l'image, et il remarqua un autre point, un 6e volume, mineur, le plus récent ajout à la structure. L'enquête n'était plus simplement journalistique. La situation devenait urgente. Julien n'a rien publié, pas encore. La découverte de la chambre scellée exigeait bien plus que de simples gros titres. Elle nécessitait une preuve irréfutable. Il savait que s'il la révélait trop tôt, il perdrait l'accès à la zone. Et peut-être pire encore. Le lendemain matin, de retour sur le site près de Lourdes, il trouva un véhicule de la société environnementale garé près de l'entrée de la grotte. 2 hommes en uniforme discutaient à voix basse. Ils n'étaient pas là par hasard. Julien garda ses distances, observant la scène. L'un d'eux portait une mallette rigide, semblable à celle utilisée pour les instruments de mesure de structure. L'autre tenait un dossier contenant des documents. Surveillance ou confinement, il a attendu qu'ils partent. Lorsqu'il redescendit finalement avec les spéléologues, cette fois-ci avec un seul d'entre eux, Pierre Lemaire, il remarqua le premier changement concret. Certaines des roches qu'ils avaient enlevées pendant l'obstruction avaient été remises en place. Pas exactement comme avant, mais suffisant pour indiquer une intervention récente. Pierre fronça les sourcils. Quelqu'un est passé par ici après nous. Julien hocha la tête. Le sentiment d'être observé n'était plus de la paranoïa. Ils s'avancèrent vers la salle principale. Les sacs à dos restèrent en place, mais quelque chose avait changé. Les cordes furent déroulées, pas au sol, suspendues, fixées à des points du mur dont Julien était certain qu'il n'était pas là lors de sa précédente visite. Fixations métalliques incrustées dans le calcaire, vieux, comme s'ils avaient toujours été là, mais invisibles. Pierre en a testé un, du béton sous la couche rocheuse, artificielle. Julien a éclairé le mur où s'arrêtaient les empreintes. La surface semblait intacte, mais le scanner portatif a révélé une activité magnétique irrégulière, anormale pour les formations calcaires des Pyrénées françaises. « Ce n'est pas juste un vieil abri », murmura Pierre, « c'est une structure planifiée. » Julien a décidé d'agir. Il a discrètement contacté un professeur de génie civil de l'université de Toulouse sous prétexte de raisons académiques. Le spécialiste a analysé les données de cartographie 3D. La conclusion était simple. Il s'agit de béton des années 1950 ou 1960. Un mélange rudimentaire, probablement d'origine militaire. Julien a recoupé ces informations avec des documents historiques. Pendant la guerre froide, certaines régions de France ont bénéficié d'installations souterraines expérimentales de confinement et de stockage. Nombre de ces projets ont été abandonnés sans laisser de traces écrites. Mais qu'auraient découvert 5 explorateurs civils à cet endroit en 1983. Les tensions se sont exacerbées lorsque Julien a reçu un appel anonyme ce soir-là. Aucune pièce d'identité. Arrêtez maintenant. La voix était masculine. Maîtrisez. Vous ne vous rendez pas compte à quoi vous vous attaquez. Alors expliquez-vous, répondit Julien. Silence. L'appel est terminé. Le lendemain, l'accès au site a été officiellement bloqué. Des panneaux indiquaient « zone instable, risque d'effondrement ». Étrangement, aucune inspection n'avait été annoncée au préalable. Julien décida de contourner le barrage routier. Ils pénétrèrent dans la grotte par les bois, en longeant la propriété. La descente était plus périlleuse hors du sentier principal, mais ils parvinrent à l'atteindre. À l'intérieur, quelque chose avait radicalement changé. La paroi solide où le scanner avait détecté la chambre creuse présentait désormais une fissure visible, récente, linéaire, comme si elle avait été ouverte de l'intérieur. Julien a rapproché la lumière. La fissure était suffisamment large pour laisser entrevoir les ténèbres au-delà. L'étanchéité n'était plus complète. Pierre hésita. Si quelqu'un ouvrait ça de l'intérieur, Julien ne répondit pas. Il passa devant. Le tunnel nouvellement mis au jour menait à la chambre artificielle découverte précédemment.
L'air y était différent, plus sec, plus dense. À l'intérieur, ils ont confirmé ce que la cartographie laissait présager. 6 structures allongées au sol. Ce n'étaient pas des corps exposés, c'étaient des capsules, métalliques, avec des écrans opaques, anciens, mais étonnamment bien conservés. Chacun numéroté manuellement, 1, 2, 3, 4, 5, et un 6e sans numéro. Julien sentit sa respiration s'accélérer. Les 5 premiers pourraient correspondre aux explorateurs de 1983. Le 6e, Mathieu Legrand, qui a disparu en 2004. Pierre s'approcha d'une des capsules. Des câbles étaient reliés à la paroi, alimentant un système interne. Aucune source d'alimentation externe n'était visible, mais un faible voyant clignotant s'allumait. Intermittent. Fonctionnement. « C'est impossible », murmura Pierre. Julien toucha la surface métallique. Froide, mais pas glacée. Dans la vitrine opaque de la capsule numéro 3, quelque chose semblait bouger. Un reflet ou un véritable mouvement. Avant qu'ils puissent enquêter plus en profondeur, un bruit retentit dans le tunnel. Mesure, pas par le haut, par derrière. Julien se retourna. Henri Valois se trouvait à l'entrée de la chambre artificielle, seul. Aucune arme visible, mais avec une expression déterminée. « Je vous avais prévenu », dit-il. « Qu'est-ce que c'est » demanda Julien. Henri descendit lentement. Un projet interrompu, une tentative de préserver ce qui ne pouvait être perdu. Préserver qui? Henri examina les capsules. Ils ne sont pas morts en 1983. La phrase planait dans l'air lourd. Ils ont été choisis. Pierre recula d'un pas. Choisis pourquoi? Henri n'a pas répondu directement. Antoine a découvert l'ancienne installation. Il pensait qu'il s'agissait d'un abri militaire abandonné. Il n'en était rien. C'était un prototype de confinement biologique. Guerre froide. Expérience de préservation métabolique. Julien ressentit le poids des mots. « Avez-vous travaillé sur ce projet ?» Henri resta silencieux pendant des secondes qui lui parurent interminables. « J'ai participé à sa fermeture définitive lorsque le gouvernement l'a abandonné. Rien n'a été complètement désactivé. Lorsqu'ils l'ont rouverte, le système s'est réactivé. » Julien s'est approché de la capsule numéro 1. « Vous voulez dire qu'ils sont vivants ?» Henri a finalement répondu, suspendu. Un son étouffé résonna à l'intérieur de la capsule 3. Cette fois, ce n'était pas une illusion. Quelque chose a fait tilt à l'intérieur. Pierre recula brusquement. Julien fixa Henri du regard. « Depuis combien de temps savez-vous que cela fonctionne encore ?» Henri ne détourna pas le regard. « Depuis 1983. » Le conflit n'était plus une simple découverte. Il s'agissait désormais de faire un choix, révéler au monde une expérience clandestine qui pourrait encore être en cours, ou pour dissimuler quelque chose qui pourrait être hors de contrôle. Et tandis que le silence pesait lourdement dans la chambre souterraine, le voyant lumineux de la capsule, non numérotée, commença à clignoter plus rapidement, comme pour répondre à leur présence, ou à la décision qui n'avait pas encore été prise. Le son à l'intérieur de la capsule numéro 3 cessa aussi brusquement qu'il avait commencé. Henri Valois resta immobile, comme s'il s'y attendait. Il ne semblait pas surpris. Il paraissait tendu, mais préparé. Julien fit un pas de côté, se positionnant de manière à pouvoir voir simultanément les capsules et l'entrée du tunnel. « Qui finance ça ?» a-t-il demandé. Henri répondit sans hésiter. « Officiellement, personne. » Cette réponse a soulevé toute une nouvelle série de problèmes. Si le projet avait été abandonné, qui aurait assuré le fonctionnement du système? Les câbles reliant les capsules n'étaient pas corrodés. Le béton, malgré son ancienneté, présentait des renforts structurels plus récents, postérieurs aux années 1960. Pierre désigna un panneau encastré dans le mur d'en face. Il ne figurait pas sur la carte précédente. Il était partiellement dissimulé par une plaque de métal. Julien s'est approché et a retiré la barrière de protection. Commande analogique. Manomètre. Un petit écran numérique manifestement installé des décennies après la construction d'origine. Quelqu'un a modernisé une partie de la structure. Henri ferma les yeux un instant. « Vous n'auriez pas dû trouver ça. »« Mais nous les avons trouvés, » répondit Julien. « Et maintenant, il y a 6 capsules. » Henri regarda le 6e, qui n'avait pas de numéro.
Cela ne faisait pas partie du plan initial. La conclusion était sans équivoque. Mathieu Legrand, disparu en 2004, était probablement présent. Mais qui l'a mis là? Julien se souvenait de l'appareil photo numérique trouvé dans la chambre précédente. Si Mathieu avait photographié les capsules, il essayait peut-être de documenter ce qu'il avait vu avant d'être capturé par le système lui-même, ou par quelqu'un d'autre. Pierre commença à examiner le panneau. Il y a des archives ici. Les données affichaient les cycles d'activation. Date 1983. 5 inscriptions enregistrées le même jour. 2004. Une activation supplémentaire. Et quelque chose de plus récent, il y a 3 jours. Julien sentit son estomac se nouer. « Tu es revenu ici », l'accusa-t-il en fixant Henri du regard. Henri ne l'a pas nié. Le système a commencé à mal fonctionner. Je suis venu vérifier. Vérifier ou réactiver? Silence. La complexité de la situation devenait évidente. Si le système se détériorait, les capsules pourraient s'ouvrir d'elles-mêmes, ou pire encore, libérer une substance pour laquelle elles n'ont pas été conçues. Henri a finalement expliqué certains points qu'il avait omis pendant des décennies. Selon lui, le projet ne visait pas seulement la préservation de la santé humaine. Il s'agissait d'une expérience de suspension métabolique destinée à contenir des agents pathogènes expérimentaux. La guerre froide avait engendré une certaine paranoïa. L'idée était simple. En cas de contamination biologique extrême, les individus exposés pourraient être isolés dans des capsules jusqu'à ce qu'un traitement ou une neutralisation soit possible. Mais le système était instable. Cela n'a jamais été validé officiellement. Antoine et son équipe n'ont été choisis par aucun gouvernement. Ils étaient des déclencheurs involontaires. Lors du franchissement d'une zone spécifique de la structure, le protocole de confinement automatique se déclenchait. Les capsules étaient conçues pour sceller et isoler toute présence détectée. « Tu veux dire que toute la grotte est un piège ?» demanda Pierre. « C'était le cas, » corrigea Henri. « Il devrait être désactivé. » Julien a commencé à relier les points. Le mur qui avait été bloqué en 1983 a été scellé manuellement par Henri après l'incident afin d'empêcher tout nouvel accès. Mais le système interne n'a pas été complètement mis hors service. Il a seulement stabilisé les capsules existantes. Mathieu a ensuite rejoint l'équipe en 2004. Le protocole fonctionnait toujours, et quelqu'un, peut-être Henri lui-même, a dû intervenir à nouveau. Mais il y avait une intrigue secondaire qui ne collait pas. Si le système était automatique, pourquoi la 6e capsule n'avait-elle pas de numéro ? Pourquoi le panneau affichait-il des réglages manuels récents? Pierre a trouvé une autre entrée sur le tableau de bord, un code d'accès saisi 3 jours auparavant. Il ne répondait plus aux anciennes normes. C'était moderne. Julien fixa Henri du regard. Qui d'autre le sait? Henri hésita pour la première fois. Je ne suis pas le seul survivant de ce projet. Cette révélation a ouvert la voie à un autre niveau de danger. S'il y avait d'autres personnes impliquées, elles surveillaient peut-être encore la structure. Il se peut aussi que l'entreprise environnementale, qui en bloquait désormais l'accès, y soit liée. La tension monta d'un cran, tandis qu'un grondement sourd parcourait la chambre. Un bruit de compression relâché. L'écran de la capsule numéro 2 a commencé à perdre de son opacité. La condensation interne s'évaporait lentement. Julien rapprocha la lampe torche. Derrière la visière, il y avait un visage, conservé. Aucun signe de décomposition. Les yeux fermés, mais la peau avait une couleur naturelle. Ce n'était pas un cadavre. Il s'agissait d'une personne suspendue. Pierre recula instinctivement. « Ce n'est pas possible après 22 ans. » Henri murmura. « Pas au sens où nous concevons le temps. » Cette affirmation n'était pas philosophique. Elle était technique. Si le métabolisme était drastiquement réduit, peut-être que les corps n'auraient pas vieilli au même rythme. Mais cela signifiait qu'à l'ouverture de la capsule, la récupération métabolique pouvait être imprévisible. Julien s'est rendu compte que l'histoire n'était plus seulement une enquête historique. Elle devenait une décision éthique. Libérez-le immédiatement et provoquez une intervention de l'État? Ou essayez de comprendre avant d'exprimer votre opinion? Pendant qu'il réfléchissait, il remarqua l'émergence d'une autre intrigue secondaire. Le téléphone a complètement perdu le signal.
Le capteur d'oxygène s'est remis à fluctuer, non pas par manque d'air, mais à cause d'une modification chimique minime. Le système réagissait à leur présence, ou en préparation d'une nouvelle activation. Pierre regarda le panneau. Il y a un compte à rebours. Julien s'approcha. 12:47, 12:46, 12:45. Qu'est-ce que cela active? Demanda-t-il. Henri répondit d'une voix ferme. Redémarrage du cycle. Et que signifie redémarrage? Henri fixa Julien avec un sérieux qu'il n'avait jamais manifesté auparavant. Cela signifie que le système a détecté une présence biologique excessive dans la zone. Pierre avait compris avant Julien. Il va essayer de nous retenir. L'intrigue secondaire s'entremêle désormais au conflit principal. Il ne s'agit pas seulement de découvrir le passé, mais aussi de survivre aux mécanismes toujours actifs. Le temps pressait, et les capsules commencèrent, une à une, à émettre un léger bruit interne, comme si quelque chose ou quelqu'un se réveillait. Le compteur affichait 9-12, 9-11. Le son qui résonnait dans la chambre artificielle n'était plus discret. Un bourdonnement sourd vibrait à travers les murs de béton dissimulés sous le calcaire des Pyrénées françaises. Une fine poussière se détachait du plafond. Pierre recula jusqu'à l'entrée du tunnel qui venait d'être ouvert. « Nous devons partir maintenant. » Julien, cependant, ne bougea pas. S'il s'agissait d'un système de confinement biologique automatisé, s'échapper signifiait le laisser en fonctionnement, et peut-être condamner quiconque y pénétrerait à l'avenir. Henri s'approcha du panneau avec une familiarité troublante. Le cycle relance le criblage biologique. S'il détecte des organismes non répertoriés, il active de nouvelles capsules. « Nouveau ?» demanda Pierre. Henri désigna l'arrière de l'appareil photo. Julien a illuminé les lieux. Là, partiellement enfouis dans le sol, se trouvaient des structures métalliques circulaires qu'il n'avait pas remarquées auparavant. Des panneaux rétractables, vides, prêts. Le système ne comportait pas seulement 6 unités. Il avait le potentiel pour faire plus. Le minuteur affichait 7,58. Julien a pris une décision risquée. « Si nous ouvrons une capsule, interrompons-nous le cycle ?» Henri hésita. « Vous pouvez forcer le système à passer en mode manuel, ou vous pouvez accélérer le protocole. Tu ne sais pas, il n'a jamais été testé après sa mise en service. » Pierre attrapa le bras de Julien. La situation est devenue incontrôlable. C'est une affaire qui relève du gouvernement. Julien fixa les capsules du regard. 22 ans. Si Antoine et les autres étaient réellement vivants en animation suspendue, chaque seconde comptait désormais. Et si Mathieu avait été là 1 an auparavant, peut-être que l'inversion aurait été moins risquée. Le compteur affichait 06:31. Julien s'est approché de la capsule numéro 1. Antoine Delacour. L'écran commença à s'éclaircir lentement, comme si le système ajustait automatiquement l'opacité. Henri a essayé de l'arrêter. Si vous l'ouvrez, l'environnement extérieur pourrait déclencher un choc métabolique. Et si je ne l'ouvre pas, le système pourrait nous y enfermer, répondit Julien. Le bourdonnement s'intensifia. L'une des dalles vides du sol a glissé de quelques centimètres. Pierre Praguejoux. Julien a appuyé sur le mécanisme de verrouillage manuel de la capsule. Rien. Henri courut vers le panneau de commande et saisit un code. Le chronomètre s'est arrêté à 05-02. Un silence brutal, mais seulement pendant 1 seconde. Les lumières des 6 capsules sont passées du clignotement à l'éclairage fixe. Henri pâlideceux. Cela n'aurait pas dû se produire. « Qu'as-tu fait ?» demanda Julien. « J'ai tenté de suspendre le cycle, mais le système a interprété cela comme une défaillance critique. » Dans le hublot de la capsule numéro 2, les yeux de la silhouette à l'intérieur s'ouvrirent, pas lentement, brusquement. La pupille s'est contractée sous la lumière de la lampe torche. Pierre recula si brusquement qu'il faillit tomber. Il est conscient. Le visage derrière la visière bougea. Des lèvres tentèrent de former des mots, mais aucun son ne parvint à percer l'isolation. Julien ressentit une vague d'incrédulité et de choc. 22 ans n'avaient laissé aucune trace visible. Antoine avait l'air de s'être endormi hier. Le voyant de la capsule numéro 3
a commencé à clignoter en rouge. Henri a vérifié le panneau. La réactivation manuelle a provoqué un réveil partiel de toutes les unités. Partiellement, demanda Julien. Le métabolisme revient à la normale, mais il n'est pas encore stabilisé. Soudain, la capsule non numérotée, la 6e, émit un crépitement sec. L'écran s'est fissuré à l'intérieur. La condensation s'est dissipée. La figurine à l'intérieur ne semblait pas aussi bien conservée que les autres. Diluant, les yeux déjà ouverts. J'observe. C'est différent. Julien a rapproché la lumière. L'homme à l'intérieur de la 6e capsule souriait. Ce n'est pas un sourire confus, conscient, contrôlé. Ce n'est pas Mathieu, murmura Pierre. Henri resta immobile. Non, ce n'est pas possible. Le panneau derrière eux a commencé à afficher des messages d'erreur. Le système a enregistré « Unité 6 ». Intervention externe détectée. Julien avait compris. Quelqu'un n'a pas seulement été maîtrisé en 2004. Quelqu'un a accédé au système par la suite, et ça a changé. La 6e capsule ne faisait pas partie du protocole initial. C'était une adaptation. L'homme à l'intérieur leva lentement la main contre la visière, et ça a frappé une fois. Le son résonna dans toute la pièce. Le compteur s'est réinitialisé automatiquement. 15 ans. Pierre se tourna vers la sortie. Cela remet tout à zéro. Henri fixa Julien du regard. Si le système est totalement confiné, la grotte sera entièrement scellée. Nous resterons ici. Julien a posé l'inévitable question. Existe-t-il un moyen de le désactiver définitivement? Henri prit une profonde inspiration. Il y a un centre de contrôle plus profond, un compartiment sous cette chambre. Mais si on l'active manuellement, les capsules s'ouvriront toutes en même temps. Julien regarda Antoine, désormais parfaitement conscient à l'intérieur de l'unité numéro 1, les yeux grands ouverts, confus, mais vivants. Et puis, passons à l'homme dans la 6e capsule. Calme. Il les observait comme s'il pouvait déjà prévoir chacun de leurs mouvements. Le tournant n'a pas seulement été la découverte que les explorateurs étaient vivants. C'était réaliser que quelqu'un d'autre était passé par là. Quelqu'un qui comprenait mieux le système qu'Henri. Et peut-être était-il resté éveillé tout ce temps. Le sol trembla légèrement. Les plaques métalliques vides commencèrent à s'ouvrir complètement, prêts à accueillir de nouveaux occupants. Julien fixa Henri du regard. Où se situe le noyau? Henri désigna une trappe dans le sol, auparavant recouverte de poussière. Mais le minuteur affichait 13h42. Julien prit la décision qui allait tout changer. Pierre, prépare la voie de sortie. Henri, tu viens avec moi. Il ignorait s'il était sur le point de sauver 5 vies ou libérer quelque chose qui n'aurait jamais dû être réveillé. Lorsque l'écoutille s'ouvrit, l'homme dans la 6e capsule inclina légèrement la tête, comme s'il avait approuvé. La trappe a grincé lorsqu'on l'a tirée. L'air qui montait était plus froid que celui de la chambre principale. Il n'était pas naturel, mais industriel. Il sentait le vieux métal et l'isolant brûlé. Julien descendit le premier, suivi d'Henri. Pierre resta quelques secondes en haut, hésitant jusqu'à ce qu'il entende le craquement sec d'une autre plaque de métal qui s'ouvrait. Il est tombé, lui aussi. Le boîtier de commande était situé à environ 4 mètres sous la chambre à air de la capsule. Il s'agissait d'un compartiment circulaire abritant un générateur compact relié à des batteries renforcées, manifestement remplacées au fil des ans. D'épais câbles remontaient pour alimenter les appareils. Julien a compris quelque chose de crucial. Le système n'avait pas seulement survécu depuis les années 1960, il avait été maintenu. Tu n'as pas fait ça tout seul, dit-elle sans regarder Henri. Henri ne répondit pas immédiatement. Il s'approcha du panneau principal du noyau et toucha le boîtier métallique comme on touche une pierre tombale. Après 1983, j'ai été contacté, a-t-il admis. Un petit groupe d'anciens membres du projet. Ils ont décidé de maintenir les capsules en activité, jusqu'à ce qu'ils décident de la marche à suivre. Pendant 22 ans, demanda Pierre. Au départ, l'idée était d'inverser le processus. Mais il y avait des risques. L'arrêt du métabolisme pouvait entraîner une défaillance multiviscérale au réveil. Et il y avait le facteur biologique.
Julien se retourna. Vous avez dit que c'était pour contenir les agents pathogènes. Henri acquiesça. Le système n'a jamais confirmé d'exposition. Il a seulement détecté une présence humaine dans la zone expérimentale. Mais personne ne voulait prendre le risque. Au-dessus d'eux, un impact retentit. Ouverture d'une capsule. Le son était sans équivoque. Un joint qui relâche la pression. Pierre regarda Julien. Ça commence. Le compteur, visible sur l'écran principal, affichait 11:09. Julien parcourut rapidement le panneau principal du regard. 2 options s'offraient à lui, arrêt forcé et réactivation complète. « Et si on l'éteignait maintenant ?» demanda-t-il. Henri a répondu. « Les capsules s'ouvriront immédiatement. Aucune transition contrôlée. Et si on le réactivait? Le système va tout refermer. Nous y compris. » Un autre son résonna au-dessus. Cette fois, plusieurs sons. Julien monta quelques marches et jeta un coup d'œil dehors. La capsule numéro 2 était ouverte. La silhouette à l'intérieur était assise. Respiration. Des mouvements lents, comme ceux de quelqu'un qui sort d'une anesthésie profonde. Antoine Delacour était toujours enfermé dans la capsule numéro 1, mais le hublot était parfaitement transparent. Ses yeux suivaient les mouvements dans la pièce. La capsule numéro 3 vibrait, et le 6e, vendredi, était déjà ouvert, vide. Julien sentit son estomac se nouer. Il est parti. Pierre a rapidement fait pivoter la lampe torche autour de la caméra. Il n'y avait personne en vue, mais des traces d'humidité au sol indiquaient des passages récents. Henri s'approcha par derrière. Cela ne devrait pas se produire avant la fin du cycle. Un bruit métallique provenait du tunnel d'accès. Quelqu'un se dirigeait vers la sortie principale de la grotte. Pierre courut vers le passage, mais hésita. S'il part, il risque de disparaître dans la forêt. Julien a pris une décision immédiate. Priorité, les 5 de 1983. La conséquence était inévitable. Libérer les explorateurs impliquait de prendre des risques à la fois biologiques et juridiques. Henri retourna au centre de contrôle et appuya sur « arrêt forcé ». Le système a déclenché une alarme sérieuse. Ci-dessus, les 4 capsules restantes ont relâché la pression presque simultanément. La vapeur condensée s'est répandue dans toute la chambre. Antoine s'est effondré à genoux en quittant l'unité, les mains au sol. Il a toussé. Enfin, après 22 ans d'abstinence, il pouvait respirer. Claire sortit de la capsule suivante, désorientée, les yeux peinant à se focaliser. Luc et Sophie partirent ensuite, leurs mouvements désordonnés. Émile mit quelques secondes de plus, mais il se réveilla lui aussi. La scène était impossible. 5 personnes disparues en 1983 étaient encore en vie en 2005. Pierre aida Antoine à se relever. « Pouvez-vous m'entendre » Antoine cligna des yeux, perplexe. « Ça fait combien de temps ?» Julien a répondu fermement « Très ». La réaction émotionnelle fut contenue par le choc physiologique. Aucun d'eux ne comprenait le temps écoulé. Leur corps tremblait, tentant de s'adapter. Henri observait la scène à distance, partagée entre soulagement et culpabilité. « Leur métabolisme semble stable », murmura-t-il. Mais le problème majeur demeurait. L'homme de la 6e capsule était libre. Julien s'approcha de la capsule vide. À l'intérieur, aucun signe de dégradation ou de dommage n'était visible. Seule une petite plaque métallique, absente des autres unités, était présente. Il l'a enlevée. Il y avait une inscription récente. Phase 2. Pierre s'approcha. Cela ne faisait pas partie du plan initial. Julien acquiesça. Non, ceci est une suite. Les conséquences immédiates ont commencé à s'accumuler. Premièrement, 5 personnes officiellement déclarées mortes étaient en réalité vivantes. Deuxièmement, il existait des preuves d'un projet militaire clandestin qui avait été maintenu pendant des décennies. Troisièmement, quelqu'un, possiblement lié aux administrateurs précédents, a réutilisé le système à des fins inconnues. Antoine put enfin parler clairement. « Le mur, il a bougé, dit-il, essayant encore de se souvenir de quelque chose. Il y a eu de la lumière, puis plus rien. » Claire regarda autour d'elle. « Où sommes-nous » Julien prit une profonde inspiration. « Toujours dans la grotte, près de Lourdes. » Antoine fronça les sourcils. « Lourdes » Mais c'était hier. Je n'avais pas encore réalisé l'ampleur de la perte de 22 ans. Henri s'avança.
Vous devez tous partir d'ici, tous. Pierre pouvait déjà entendre au loin les sirènes. Une entreprise environnementale, les autorités, ou bien quelqu'un a-t-il été alerté par le redémarrage du système? Julien a pris la décision finale pour cette étape. Rendons cela public. Henri se retourna brusquement. Vous ne comprenez pas les conséquences que cela aura. Je comprends parfaitement, répondit Julien, et c'est précisément pour cela que cela ne peut pas rester caché. L'écho de pas dans le tunnel confirma qu'il n'était plus seul dans la grotte. Peut-être que l'homme dans la 6e capsule ne fuyait pas. Il était peut-être au volant, et tandis qu'ils aidaient les 5 explorateurs à se diriger vers la sortie, une certitude s'est imposée. La disparition de 1983 a été résolue, mais ce qui avait commencé n'était pas terminé. Les conséquences ne seraient pas seulement scientifiques ou politiques, elles seraient mondiales. La sortie de la grotte ne fut pas une fuite chaotique, mais un mouvement tendu, presque chirurgical. Pierre guidait le groupe à travers la galerie principale, tandis que Julien et Henri soutenaient Antoine et Sophie, encore chancelants. Claire marchait avec difficulté, mais son regard attentif absorbait chaque détail qui l'entourait. Luc, malgré ses tremblements, semblait tout enregistré mentalement, comme s'il tenait encore un appareil photo invisible. Lorsqu'ils arrivèrent sur le flanc humide de la colline près de Lourdes, la lumière de fin d'après-midi les frappa comme un choc physique. Antoine tomba à genoux sur le sol mouillé. « Le ciel !» murmura-t-il. Pour lui, c'était le même jour. Pour le monde, 2 décennies s'étaient écoulées. Au loin, 2 véhicules s'approchaient par la voie d'accès secondaire. Ce n'étaient pas des véhicules de gendarmerie ordinaires, mais des véhicules utilitaires sans marquage visible. Julien comprit que la décision de tout rendre public exigerait plus que de simples bonnes intentions. Il faudrait une stratégie. « Il faut qu'on se sépare », dit-il rapidement. « Pierre, emmène-les par le sentier et jusqu'au village. Il n'y a pas de route principale. » Henri le fixa du regard. « Allez-vous affronter quiconque se présentera ?» Julien acquiesça. Jusqu'à ce moment, il avait été un observateur, un enquêteur, un narrateur des événements. Il me fallait maintenant agir. Pierre hésita. Et s'il s'agissait de fonctionnaires? Julien a répondu sans hésiter. Les agents semblent avoir été identifiés. Les 5 explorateurs furent guidés à travers une végétation dense. Chaque pas exigeait un effort physique et mental. Le monde qu'ils allaient découvrir n'était pas celui qu'ils avaient quitté. Henri resta aux côtés de Julien. « Vous pouvez encore faire marche arrière, » dit-il. « Remettez tout de manière contrôlée. » Julien fixa du regard les véhicules qui approchaient. Contrôlés par qui? Henri n'a pas répondu. Les voitures étaient garées à quelques mètres de l'entrée de la grotte. 3 hommes en sont sortis, vêtements discrets, posture coordonnée. L'un d'eux s'est approché. « Monsieur Arnaud ?» Ce n'était pas une question, c'était une confirmation. « Il faut qu'on parle. » Julien a maintenu une position ferme. « Nous parlerons ici. » L'homme scruta le flanc de la colline, évaluant les signes de mouvement récents. Le réseau souterrain a été activé sans autorisation. Cela représente un risque national. « National ?» rétorqua Julien. 5 citoyens ont été détenus pendant 22 ans. L'homme conserva une expression neutre. Ils ont été préservés. Ce mot a été perçu comme une justification technique. Henri est intervenu. Le projet a été abandonné. L'agent le regarda avec reconnaissance. Pas officiellement. Cela confirmait ce que Julien soupçonnait. Le projet n'avait jamais été complètement abandonné. Il était simplement caché. La 6e capsule, a déclaré Julien, ne faisait pas partie du protocole initial. L'homme n'a pas répondu immédiatement. Mais un léger changement dans son regard l'a trahi. Phase 2, Julien a terminé. L'agent soupira discrètement. La personne de la 6e unité fait partie d'un programme mis à jour. La suspension était volontaire. Un volontaire? A réagi Henri. Les progrès scientifiques nécessitent des tests sur l'homme. Julien a compris quelque chose d'essentiel à ce moment-là. La disparition en 1983 était accidentelle. Celui de 2004 peut être une conséquence. Mais le 6e occupant représentait une évolution délibérée. L'évolution du personnage de Julien s'est alors confirmée.
Il n'était plus confronté à un mystère à résoudre, mais à un système actif qui continuait d'opérer sous couvert de sécurité nationale. « Ils ont déjà quitté la grotte », déclara Julien, mentant délibérément sur la destination exacte du groupe. L'agent a analysé son expression. Cela complique le confinement. Non. Cela garantit la présence de témoins. Les tensions se sont accrues. L'un des hommes se trouvant dans le deuxième véhicule a discrètement pris la radio. Julien sortit un petit enregistreur numérique de sa poche. Cette conversation a déjà été enregistrée, de même que les images des capsules. Des copies ont été envoyées. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais il fallait que cela devienne ainsi. Henri observait Julien avec une surprise contenue. Le journaliste qui avait entamé l'enquête par curiosité participait désormais activement à la résistance. L'agent s'avança. « Monsieur Arnaud, vous interférez avec un protocole sensible. » Julien a répondu « Vous vous mêlez de vies humaines. » Le vent balayait le flanc de la colline. Au loin, le son des sirènes officielles, cette fois-ci identifiables, commença à retentir, probablement déclenché par des riverains ayant constaté une activité inhabituelle dans le secteur. L'agent s'est rendu compte qu'il était en train de perdre le contrôle de la situation. « Ça ne s'arrête pas là », a-t-il déclaré, avant de reculer vers son véhicule. Les voitures sont parties rapidement, avant l'arrivée des véhicules officiels. Henri prit une profonde inspiration. « Vous venez de rendre la dissimulation impossible. » Julien regarda en direction de l'entrée de la grotte. C'était précisément l'objectif. Mais cette victoire n'était pas seulement la sienne. Sur le sentier de l'Est, Antoine commença à prendre conscience de l'ampleur du temps perdu lorsqu'il aperçut un écran électronique moderne sur la façade d'une petite boutique du village voisin. Des dates numériques, des gens utilisant leur téléphone portable. Claire lui serra le bras lorsqu'elle réalisa que la confusion se transformait en panique contenue. « Nous sommes vivants », a-t-il déclaré fermement. « C'est ce qui compte maintenant. » Mais Sophie pleurait en silence, réalisant que ses parents avaient probablement vieilli de 22 ans sans obtenir de réponse. Luc a demandé du papier et un stylo. Lorsqu'on lui a tendu un simple carnet, il s'est mis à dessiner compulsivement la structure des capsules, un souvenir qui lui est resté intact, peut-être une contribution future, peut-être une preuve. Chacun a réagi différemment, mais aucun d'eux ne s'est effondré. Leur transformation n'était pas seulement un miracle biologique. Il leur appartenait de faire le choix qu'ils feraient à partir de ce moment-là. Julien arriva au village quelques minutes plus tard. En les voyant tous les 5 assis sur la petite place, sous un ciel qu'il ne reconnaissait plus, il comprit que l'histoire avait changé d'échelle. Il ne s'agissait plus de disparition, il s'agissait de revenir, et concernant la prévention de la création de nouveaux éléments par le système. Antoine regarda Julien. « Que nous est-il arrivé ?» Julien a répondu avec une honnêteté maîtrisée. « Nous le découvrirons ensemble. » À ce moment-là, il a cessé d'être simplement un journaliste. Il devint un allié. Et la décision d'affronter quelque chose de plus grand que lui a marqué sa véritable évolution. Mais une question urgente demeurait. Où était l'homme de la 6e capsule ? Et quel était le véritable objectif de la phase 2 ? L'arrivée des véhicules de la gendarmerie a changé le cours des événements. Cette fois, les policiers étaient identifiés, leurs uniformes visibles, et les protocoles officiels étaient en place. La petite place du village près de Lourdes devint rapidement un point de confinement improvisé. Julien a pris les devants avant même que le moindre récit extérieur puisse se former. « Ils sont désorientés, mais leur état est stable », a-t-il déclaré au commandant local. Ils ont été trouvés dans une structure souterraine non répertoriée. Il n'a pas encore évoqué de projet militaire. Il devait choisir le bon moment. Des ambulances sont arrivées. Antoine, Claire, Luc, Émile et Sophie ont été conduits à l'hôpital pour y être examinés, sous escorte. Non pas en tant que suspect, mais en tant qu'anomalie. Henri resta silencieux auprès de Julien. « Ils vont essayer de prendre le contrôle », murmura-t-il. Julien était sage. L'agent qu'ils affrontaient sur la colline ne disparaissait pas. La deuxième phase n'était pas une improvisation, mais une continuité.
À l'hôpital régional, les premiers examens ont révélé un résultat impressionnant. Les 5 explorateurs présentaient des paramètres biologiques conformes à ceux de 1983. L'âge cellulaire avait considérablement diminué et le métabolisme avait retrouvé son rythme naturel. Mais il y avait un détail troublant. Dans tous ces cas, des traces d'un composé inconnu circulaient dans le sang, une trace du processus de suspension. Julien a eu accès au premier rapport grâce à ses contacts dans la presse toulousaine. Il savait que le temps pressait. Si les autorités supérieures isolèrent l'affaire, le récit public risquait d'être déformé. Pendant ce temps, Pierre retourna discrètement dans la zone de la grotte. L'entrée était encerclée, mais pas totalement inaccessible. Il remarqua des marques récentes sur le sentier opposé à celui qu'ils avaient emprunté pour s'échapper. Col unique, descente vers la forêt dense. L'homme qui se trouvait dans la 6e capsule n'a pas été capturé. Il était en mouvement. Julien réunit Antoine et Claire dans une chambre privée de l'hôpital. La nouvelle du saut temporel commençait à faire son chemin. Il n'y avait pas d'hystérie, mais un choc maîtrisé. « Que te souviens-tu juste avant le confinement ?» demanda Julien à Antoine. Antoine ferma les yeux. Le mur s'ouvrit, une pièce artificielle apparut. Lumière blanche. Un son aigu, puis une sensation d'oppression extrême. Comme si l'air s'était solidifié. Claire a ajouté « Nous n'avons vu personne, aucun opérateur, juste le système. » Julien a assimilé l'information. Cela a confirmé que l'activation initiale était automatique. Mais la phase 2, elle, ne l'était pas. Y avait-il quelque chose de différent dans cette pièce ? A-t-il insisté. Claire hésita. Un panneau qui ne paraissait pas ancien, plutôt moderne. Je pensais qu'il faisait partie de la structure d'origine. Julien échangea un regard avec Henri. Modernisation antérieure à 2004. L'intrigue militaire commençait à se complexifier. Ce soir-là, Julien a reçu un message crypté dans sa boîte mail professionnelle. Expéditeur inconnu. Une seule phrase. Il n'a pas besoin des capsules pour survivre. Julien en ressentit tout le poids. Si l'homme de la 6e unité avait été soumis à une version plus avancée de l'expérience, il n'aurait peut-être pas eu besoin d'être maîtrisé. C'était peut-être une adaptation. Pierre a appelé juste après. « J'ai trouvé des traces. Ça se dirige vers le nord, en direction des zones montagneuses. » Julien regarda la carte de la région. Les sentiers menaient à des zones moins surveillées des Pyrénées françaises, des régions abritant des grottes secondaires, des tunnels naturels et d'anciens itinéraires empruntés pendant la Seconde Guerre mondiale. S'il connaissait le terrain, et il le connaissait probablement, il pouvait disparaître à nouveau. Mais pourquoi ? Julien a finalement cerné l'objectif potentiel. La 2e phase ne consistait pas seulement à tester la suspension. C'était un test d'autonomie au réveil. Un être humain capable d'endurer une hibernation prolongée et de reprendre une activité normale, sans soutien extérieur, représenterait un immense progrès stratégique. Résistance biologique, application militaire, exploration spatiale. La tension montait sur plusieurs fronts. Les autorités tentent de contenir le récit. Des scientifiques qui tentent de comprendre le phénomène. L'homme de la 6e capsule est libre, et 5 témoins vivants dont l'existence a défié le temps. Julien a convoqué une conférence de presse impromptue pour le lendemain matin. Il ne dévoilerait pas tous les détails, mais suffisamment pour rendre toute dissimulation impossible. Henri observa la décision avec une expression ambiguë. Après cela, il n'y aura plus de retour en arrière. Julien a répondu fermement. « Nous avons déjà franchi le point de non-retour lorsque nous avons ouvert cette trappe. » Tôt le matin, Antoine a demandé à parler seul à Julien. « Si ce que vous dites est vrai, y en a-t-il d'autres comme nous ?» Julien hésita. Il y avait de la capacité pour davantage d'unité. Antoine a assimilé l'information. « Cela ne s'arrête donc pas à nous. Ce n'était pas de la peur, c'était une prise de conscience. » Pendant ce temps, sur un sentier isolé dans les montagnes au nord de Lourdes, un homme marchait d'un pas assuré, vêtu de simples vêtements volés sur une corde à linge rural. Mouvements coordonnés, respiration régulière. Il marqua une pause et contempla l'horizon.
comme s'il était en train d'évaluer, comme si l'on exécutait la prochaine étape d'un plan. Lors de la conférence de presse, Julien s'est placé devant les caméras locales et nationales. Il savait qu'en parlant, il libérerait des forces bien plus grandes. Mais il savait aussi que le silence alimentait Phase, et le suivant allait commencer. La conférence de presse a débuté à 10h03, caméras alignées, micros déployés. L'hôpital régional près de Lourdes était encerclé par des journalistes venus de toute la France. Julien prit une profonde inspiration. En 1983, 5 explorateurs ont disparu dans une grotte de cette région. Hier, ils ont été retrouvés vivants dans une structure souterraine artificielle liée à un projet expérimental de la guerre froide. Le silence qui suivit fut absolu. Il n'a pas mentionné tous les détails techniques, mais il a montré des images, des capsules, des panneaux et du béton artificiel sous le calcaire. Les chaînes ont commencé à diffuser en direct. À l'intérieur de l'hôpital, Antoine et Claire regardèrent les événements à la télévision. Henri observait la scène depuis le côté de la pièce, conscient que cette démonstration rendait toute dissimulation immédiate impossible. Mais le point culminant ne résidait pas uniquement dans la révélation publique. Le téléphone de Julien vibra dans sa poche. Message de Pierre. « Il arrive !» Julien a gardé son sang-froid devant les caméras. Il ne s'agit pas seulement d'un miracle scientifique, il s'agit de responsabilité. Si un programme capable de suspendre le cours d'êtres humains pendant des décennies a existé, nous devons savoir qui l'a autorisé, qui l'a maintenu et s'il est toujours actif. Au moment même où il termina sa phrase, un mouvement brusque se produisit au fond de la salle. Un homme entra, calme, des pas fermes, identique à la 6e capsule. Il portait des vêtements simples, mais son regard scrutait les alentours avec une précision stratégique. 2 agents en civil ont tenté de l'intercepter. Il esquiva avec une agilité inhabituelle, anticipant les mouvements avant même qu'ils ne soient exécutés. Il n'y a pas eu d'agression excessive, il y avait des calculs à effectuer. Il s'arrêta à quelques mètres de Julien. Les caméras continuaient de diffuser. Le silence était total. « Vous n'auriez pas dû accélérer ça !» dit l'homme d'une voix ferme et parfaitement maîtrisée. Julien le fixa du regard. Phase 2, un léger sourire apparut. Évolution. Les policiers tentèrent de progresser à nouveau. L'homme leva la main. « Je ne suis pas là pour faire du mal à qui que ce soit. » Antoine, qui regardait la télévision, se leva brusquement. « Je l'ai vu, » murmura-t-il. « Avant la lumière blanche. » Claire le regarda. « Vous n'en avez jamais parlé ?» J'ai cru que c'était une hallucination. Dans la salle de conférence de presse, Julien a gardé son sang-froid. « Avez-vous fait du bénévolat ?»« J'ai été formé pour cela, » répondit l'homme. Le projet initial a échoué, car il reposait sur des machines. La 2e phase a intégré le processus directement dans le corps. Il fit un pas de plus. Ils ont été préservés par hasard. Je me suis adapté par choix. Julien a pris conscience de l'ampleur du bouleversement. La 2e phase n'était pas qu'une simple suspension. Il s'agissait d'une modification biologique. Pourquoi ? Demanda Julien. Résistance, longévité, capacité d'opérer dans des environnements extrêmes. Guerre, espace, effondrement environnemental. Les mots résonnèrent devant les caméras. Ce n'était plus un secret bien gardé. Il s'agissait d'une déclaration publique. « Et tu as réussi à t'échapper du système ?» railla Julien. L'homme inclina la tête. « J'ai bouclé la boucle. Je n'appartiens à personne. » Les agents finirent par l'encercler tandis que d'autres renforts entraient par la porte latérale. Mais il n'a pas pu résister. Il leva lentement les mains. « Vous vouliez de la transparence ?» a-t-il déclaré en regardant droit dans les caméras. « Vous l'aurez maintenant. » La salle a explosé de questions simultanées. Henri sentit le poids de sa propre histoire s'effondrer sous ses yeux. Le point culminant n'était pas lié à la violence. Il s'agissait d'une exposition irréversible. Antoine et les autres furent conduits dans la chambre quelques minutes plus tard, sous escorte médicale. Quand Antoine vit l'homme face à face, il le reconnut immédiatement. « Tu étais là. »
L'homme confirma d'un léger hochement de tête. « Je me suis assuré que le système ne tomberait pas en panne. Vous nous avez gardés prisonniers pendant 22 ans, a déclaré Claire. Il a répondu sans émotion. Je me suis assuré qu'ils survivent. La transformation de Julien est devenue évidente à ce moment-là. Il ne se contentait plus de courir après les gros titres. Il menait le récit. Aujourd'hui, tout le monde verra ce qui a été caché, a-t-il déclaré en se tournant vers les caméras. Non seulement l'erreur de 1983, mais aussi la poursuite délibérée qui a suivi. L'homme de la phase 2 affronta Julien une dernière fois. « Croyez-vous que révéler cela empêchera que cela ne continue ?» Julien a répondu « Non, mais cela l'empêche de rester dans l'ombre. » Le bruit des hélicoptères commença à résonner à l'extérieur. L'histoire avait déjà fait le tour du monde. Les réseaux mondiaux diffusaient. Le rebondissement final était scellé. La disparition de 1983 n'était pas un meurtre. Ce n'était pas un accident. Il s'agissait du lancement d'une expérience qui a pris une ampleur considérable. Et maintenant, sous le regard du public, le projet ne pouvait plus exister clandestinement. Alors qu'il était placé en détention fédérale, l'homme a prononcé une dernière phrase. « L'évolution est inarrêtable. » Julien répondit seulement par un regard ferme. Le conflit central avait été résolu, mais le monde ne serait plus jamais le même. Dans les semaines qui ont suivi la conférence de presse, ce qui n'était au départ qu'une disparition régionale est devenu l'un des plus grands scandales scientifiques et politiques de l'histoire récente de France. Des commissions parlementaires furent ouvertes. L'examen des archives classifiées de la guerre froide commença. Le nom du projet, jusque-là dissimulé sous des codes techniques, fut révélé. Programme Hayon. La révélation ne concernait pas seulement 5 personnes figées dans le temps. Il s'agissait de décennies de décisions prises dans l'ombre. Antoine, Claire, Luc, Émile et Sophie devinrent malgré eux les symboles d'une époque de secret. Ils n'étaient pas traités comme des curiosités médicales, mais comme des survivants d'un système auquel ils n'avaient jamais consenti à appartenir. Des examens approfondis ont confirmé un fait étonnant. Ses fonctions cognitives étaient intactes. Aucun déclin neurologique significatif. La suspension avait été d'une efficacité redoutable, mais les conséquences émotionnelles étaient plus complexes. Antoine se rendit sur la tombe de ses parents, mort persuadé qu'il était perdu à jamais. Le silence devant la pierre tombale n'avait rien de dramatique. Il était empreint de retenue, un homme confronté au temps volé. Claire retrouva sa sœur, désormais âgée. L'étreinte ne fut pas immédiate. Il y eut une hésitation, comme si le cerveau avait besoin d'accepter l'impossible avant que le corps puisse réagir. Luc a demandé un appareil photo numérique. La première photo qu'il prit représentait le ciel au crépuscule. 22 ans plus tard, la lumière était toujours là. Il sourit discrètement en voyant l'image apparaître instantanément sur l'écran. Sophie a dû faire face à un changement brutal. Ses parents avaient déménagé dans une autre ville des années auparavant, cherchant à fuir le souvenir lancinant de leur disparition. Les retrouvailles furent empreintes de larmes, mais aussi d'un délicat processus de reconstruction de leur vie. Émile choisit le silence public. Il préféra collaborer avec des scientifiques pour comprendre son propre corps. Henri Valois a témoigné volontairement devant la commission officielle. Il n'a pas cherché à être acquitté. Il a révélé des noms, des dates et des décisions. Son rôle dans le maintien du système a été reconnu, mais aussi replacé dans le contexte d'une tentative vaine d'empêcher que le projet ne soit complètement abandonné sans contrôle. Il a perdu sa réputation, mais il a gagné quelque chose d'inattendu, la responsabilité qu'il a assumée. L'homme de la phase 2 est resté en détention de haute sécurité. Les examens médicaux ont révélé de réels changements métaboliques. Une récupération cellulaire accélérée, une résistance immunitaire inhabituelle et une adaptation physiologique accrue. Il n'était pas immortel, mais c'était différent. Lors de son interrogatoire, il n'a répété qu'une seule idée centrale. L'avenir exigera des corps capables d'y résister. Julien a transformé toute l'affaire en une série d'enquêtes nationales. Pas de sensationnalisme, mais des reportages documentés.
Chaque étape du programme Aion a été révélée preuve à l'appui. L'impact a été mondial. Les débats sur l'éthique scientifique, le consentement, l'utilisation militaire des biotechnologies et les limites de la recherche sont devenus un sujet international. Mais l'impact le plus important n'était pas politique, c'était humain. L'histoire ne parle plus de ceux qui ont disparu en 1983, mais de ceux qui sont revenus. Julien retourna sur le versant de la grotte quelques semaines plus tard. L'entrée fut officiellement scellée, cette fois sous la surveillance du public et avec un contrôle transparent. Il resta immobile en silence devant le rocher pendant quelques minutes. Pas en tant que journaliste, comme quelqu'un qui a franchi une ligne invisible. Antoine se rapprocha de lui. « Si vous n'aviez pas insisté… » Julien a interrompu. « Vous auriez été oublié. » Antoine contempla l'horizon. « Nous n'avons pas été oubliés, nous avons été interrompus. » Cette phrase resta gravée dans l'esprit de Julien. Le monde a continué de tourner, mais quelque chose de fondamental avait changé. La confiance aveugle dans les projets secrets s'était estompée. L'idée que les progrès scientifiques puissent être dissimulés indéfiniment avait été ébranlée. Et cette histoire, qui avait débuté comme un mystère clandestin, était devenue un symbole de vigilance collective. La disparition a été élucidée. Le projet a été exposé. La deuxième phase faisait l'objet d'un examen international. Mais la dernière question restait sans réponse. Si l'humanité savait maintenant qu'il est possible de suspendre le temps biologique, est-ce que quelqu'un arrêterait vraiment d'essayer d'améliorer cela ? 2 ans plus tard, le flanc de colline près de Lourdes reste bouclé et surveillé par une commission scientifique internationale. L'ancien programme Aion a été officiellement désactivé et ses archives rendues publiques. Antoine enseigne à nouveau la géologie et aborde désormais aussi l'éthique scientifique. Claire dirige des recherches sur la sécurité spéléologique. Luc a publié un livre de photographie intitulé 22 hivers. Perdue Sophie a terminé ses études d'archéologie, un domaine qu'elle n'aurait jamais imaginé reprendre. Émile travaille discrètement en bioéthique. Julien observe tout à distance, conscient que la transparence a remporté une bataille. Mais dans un laboratoire confidentiel en Europe, un écran affiche discrètement une nouvelle étiquette, 3e phase, étude sur l'adaptation autonome. L'évolution ne s'arrête jamais. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que le plus grand mystère n'est pas toujours la disparition elle-même, mais ce qu'ils choisissent de nous cacher. Si ce récit a retenu votre attention, soulevé des questions ou vous a amené à réfléchir aux limites de la science et du pouvoir, partagez votre avis dans les commentaires. Croyez-vous que des projets comme Aion puissent réellement exister? Jusqu'où l'humanité doit-elle aller au nom du progrès? Si vous souhaitez suivre des histoires plus intenses, pleines de mystères, de rebondissements et de révélations surprenantes, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. La prochaine vérité oubliée est peut-être plus proche qu'on ne le pense.